Plaisir de recevoir Hilaire de Crémier. On s'est connus autrefois dans une vie antérieure. Oui, au millénaire passé. Voilà. Pour nous parler du mystère de Maurras. Très brièvement, si on retient de Maurras le penseur monarchiste, il a commencé sa carrière d'homme de plume en étant républicain, il ne faut pas l'oublier. Très marqué par Auguste Comte, et malgré ce positivisme, il a pu séduire toute l'intelligentsia de l'époque, et en particulier tout le courant néo-thomiste. Aujourd'hui, on a oublié plus ou moins l'œuvre de Maurras. Moi, je connais surtout l'œuvre littéraire plus que l'œuvre politique. Or, avant-guerre, même jusqu'aux années 50, c'était un homme de référence. Aujourd'hui, malheureusement, il est discrédité, tombé dans l'oubli. Et il est bon de le redécouvrir, et c'est pour ça que j'ai commencé à inviter M. de Crémier. Merci. À vous, cher ami. Non, je vous en prie. Merci. De fait, Maurras, il suffit d'évoquer son nom, je dis bien d'évoquer, hein, d'une manière un peu, comment dire, de manière un peu vaporeuse, comme ça, dans un discours. Et aussitôt, les réflexes se mettent en branle, et aussitôt, on peut être sûr que les réactions surviennent. Même encore dernièrement, vous vous souvenez de l'affaire de Patrick Buisson. Il a fallu évidemment qu'on dise immédiatement Patrick Buisson c'est Maurras. Et donc Sarkozy avait échoué à cause de Maurras. On avait évoqué, comme je disais tout à l'heure, comme des sorcières, ce nom fatidique et apocalyptique. Et cela suffisait à comprendre tout. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que apparemment tout le monde semble connaître Maurras. C'est-à-dire que quand on jette cette référence dans un discours, tout le monde se situe par rapport à ce nom. Et a priori, on est contre. C'est-à-dire c'est le mal absolu. Oui, le mal absolu. On ne peut pas imaginer une référence qui soit plus abominable que celle-là, et aussitôt, il n'y a pas besoin de connaître ni de savoir de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Du moment que ce nom est prononcé, il est clair qu'il convient d'être dans le camp des bons, c'est-à-dire le camp des justes, c'est-à-dire le camp de ceux qui sont contre Maurras et qui par conséquent affirment leur identité, mais non pas leur identité française, mais leur identité républicaine. Et à partir de ce moment-là, on a une sorte de blanc-seing. Du moment qu'on n'est pas maurassien, on est bon. Alors, c'est extraordinaire de penser qu'à l'heure actuelle, alors que, comme il a été dit tout à l'heure, plus personne ne le lit, peut-être quelques jeunes encore, et heureusement, mais tous ceux qui en parlent n'en ont évidemment pas connaissance, ou une connaissance purement superficielle. On a lu le petit paragraphe de l'histoire des idées politiques, le petit paragraphe qui concernait et qui tâchait de résumer sa pensée en quelques mots, et qui généralement était tombé complètement à côté de la plaque. Donc c'est intéressant, le nom de Maurras est encore à l'heure actuelle le nom sur lequel se font les discriminations, les clivages, hein, comme on dit maintenant. D'où l'intérêt. Ça devrait susciter un intérêt. Ça devrait entraîner des quantités de jeunes gens à se précipiter sur les œuvres de Maurras, à essayer de comprendre, à essayer de savoir pourquoi, mais quel est cet homme. Et c'est d'autant plus étonnant que, malgré tout, à la génération précédente, il en allait un petit peu différemment. Il y avait encore des gens qui étaient, je ne dis pas sous l'influence de la pensée maurassienne, mais qui savaient que Maurras avait rempli
une place intellectuelle considérable entre les deux guerres, et même déjà, on peut dire, avant la Première Guerre mondiale. Je pense à Georges Pompidou. Georges Pompidou a cité à plusieurs reprises, et particulièrement à la fin de sa vie, a cité le nom de Maurras. Et c'était en bien. Georges Pompidou, qui était d'origine socialiste, mais qui était passé, comme chacun sait, par la banque, et qui, à la fin de sa vie, a été un président de la République qui voyait avec une certaine sagesse les choses de France. Et donc il avait cité Maurras à plusieurs reprises, une fois en parlant des Français qui ne s'aimaient pas, pour dire « arrêtons nos querelles ». Bon, il se trompait un petit peu sur le sens du titre du livre de Maurras, puisque c'est le titre d'un livre de Maurras, « Quand les Français ne s'aimaient pas », qui ne voulait pas dire exactement ce que ça voulait dire. Ce n'était pas les Français qui ne s'aimaient pas entre eux, c'est les Français qui ne s'aimaient pas eux-mêmes. C'est-à-dire exactement la situation actuelle. Les Français aimaient la philosophie allemande, ils choisissaient Kant plutôt qu'Auguste Comte. Maurras disait pourquoi pas plutôt Auguste Comte, tant qu'à faire si on est dans la pensée moderne, dans la pensée expérimentale moderne, pourquoi plutôt ne pas choisir Comte, de préférence à Emmanuel Kant. Et bref, les Français ne s'aimaient pas, ils aimaient la philosophie anglaise, la philosophie allemande, ils aimaient l'histoire, mais à travers une histoire qui n'était plus une histoire nationale, exactement ce que nous connaissons à l'heure actuelle. Quand les Français ne s'aimaient pas, il faudrait d'abord que les Français apprennent à s'aimer eux-mêmes, c'est-à-dire à aimer leur tradition, et tant qu'à faire, à préférer, comme font tous les autres peuples à travers le monde, préfèrent leur histoire et préfèrent leurs auteurs aux auteurs étrangers, ce qui n'empêche pas du tout l'ouverture à l'autre, contrairement à ce que l'on pense. Mais le français, depuis 100 ans, depuis 150 ans, sous l'influence des idées qui dominent dans la République française, préfère systématiquement l'étranger. Et donc on préfère la pensée étrangère, on se tourne vers l'étranger pour chercher des solutions. À ma génération, la grande dispute, c'était entre ceux qui étaient partisans d'un système à l'anglaise ou à l'américaine, et puis ceux qui étaient partisans d'un système à la moujique. Et les Français se sont disputés. Et quant à Michel Rocard, il a inventé une troisième voie qui était l'autogestion yougoslave. Tout le monde sait ce que ça a donné, l'autogestion yougoslave. Ce qui n'empêche que Michel Rocard est un grand homme. Enfin, dans la pensée républicaine. Eh bien, Maurras, c'est l'opposé de tout cela. C'est l'opposé de tout cela. Alors ça, c'est un petit peu mon introduction, si vous voulez. Donc c'est un nom qui demeure. Et les gens le connaissent peu, le public le connaît peu, parce qu'il est très vrai que pour se plonger dans l'œuvre de Maurras, il faut je dirais un certain courage intellectuel. Il ne faut pas avoir peur des idées et ne pas avoir peur du qu'en dira-t-on. Si on veut faire carrière, il est incontestable que la pensée maurassienne n'aidera pas nécessairement à réussir dans une carrière politicienne. En revanche, c'est d'une richesse très profonde. Alors, on se souvient que Maurras, né en 1868, a connu la défaite de 1870. Il a donc été immédiatement, dans sa jeunesse, frappé par le tragique de la destinée française. Et il est très jeune, il s'est mis à réfléchir sur les causes de cette fragilité française et de ce qu'il sentait déjà comme un déclin. Vous savez, c'est non pas un déclin de la France en tant que telle, mais un déclin de l'influence française, de la pensée française, et de ce qu'il appelait, de ce qu'il pensait être l'esthétique française. Et donc, dès son jeune âge, bien sûr, il est passé par toutes les crises de l'adolescence, d'autant plus que, comme vous le savez, il est devenu, à 14 ans, presque 14 ans, il est devenu sourd, ce qui l'a évidemment fortement ébranlé.
Mais il n'empêche qu'on a fait de cette surdité le centre du drame maurassien. Je ne le pense pas. Je vais tâcher de vous l'évoquer autrement, de vous le présenter autrement. En réalité, il a eu tout de suite cet angor patrié, ce souci de la France et de savoir d'essayer de comprendre ce que pourrait être un redressement et un salut français. Alors il s'y est acharné dans les premières années de sa carrière qui a été très brillante dès le départ. Il est devenu journaliste dès l'âge de 17 ans, 16, 17 ans, 18 ans. Il a commencé à écrire dans la presse parisienne et dans les revues. Et donc, dès cette époque-là, il a réfléchi et sur les questions sociales et sur les questions littéraires. Et il pensait qu'il fallait rénover une dynamique française et que cette dynamique française se trouvait dans les racines, ce qu'on appelle maintenant les racines, ce qui n'est pas forcément un très bon mot, mais dans le vieux patrimoine français. Et par exemple, il a participé à la renaissance du Félibrige. Il s'est même opposé au vieux Félibre, à une certaine école du Félibrige qui était passée entre les mains tout simplement des politiciens radicaux socialistes du Midi. Et donc il voulait, lui, arracher le Félibrige à ses conceptions politiciennes pour en faire vraiment dans la suite de la pensée de Mistral, de l'œuvre de Mistral, d'en faire une renaissance provençale. Et puis il s'est penché sur les questions sociales, il a collaboré à la réforme sociale de Leclerc, etc. Mais je ne suis pas là pour vous présenter la biographie de Maurras, où il y a les œuvres, les biographies remarquables de Chiron, de Giocanti, puis la grande biographie qui est en même temps une réflexion de fond de Pierre Boutan sur la vie de Maurras. Mais ce que je voudrais ce soir, c'est vous montrer un aspect singulier de Maurras qui a peu retenu l'attention, y compris de ses, si j'ose dire, de ses disciples. Il a donc développé assez rapidement, à la suite de crises intellectuelles sur lesquelles je ne reviendrai pas, il a développé progressivement une argumentation d'ordre philosophique, bien que sur ce plan-là, comme il le dit lui-même, il a eu le sentiment d'un échec. Il a développé une argumentation sur le plan esthétique, donc il a fait une critique littéraire, et il voyait dans le romantisme, dans le décadentisme de la fin du XIXe siècle, une conséquence très grave de la dépravation lente de l'intelligence qui entraîne nécessairement dans son esprit, pour lui, la dépravation des mœurs en conséquence. Et donc il était là, il écrivait des articles dans le Soleil, dans la Gazette de France, et il avait 20 ans, même plus jeune, et il se battait sur tous ces fronts, et il a commencé progressivement une critique politique. Et vous savez que c'est au retour d'un voyage à Athènes, qui est resté célèbre, il en a fait un livre qui s'appelle Antinéa, son voyage en Grèce. Il est revenu dans les années 1898, en pleine affaire Dreyfus, et là il s'est engagé dans le combat politique, et très rapidement, il a conclu à la malfaisance essentielle de la mécanique politique républicaine. Il dit: la France sera perpétuellement en état de guerre civile larvée tant qu'elle aura des institutions qui la suscitent perpétuellement. Et en même temps, il a commencé à élaborer sa démonstration de la monarchie, qui n'y est pas personnelle. Il avait lu tous les bons auteurs du 19e, et ce qu'il a voulu montrer, c'est que tous les bons auteurs du 19e, dans la mesure où ils ont réfléchi, ils ont tous parfaitement compris que la Révolution française avait été un hiatus,
formidable, et qu'à partir de la Révolution française, il n'était plus possible de concevoir une politique française, que ce soit une politique intérieure ou une politique extérieure. Et alors il a développé toute une démonstration dans son enquête sur la monarchie, qui est apparue en 1900 dans la Gazette de France, une série d'articles qu'il a regroupés dans un gros volume, qui a pris ensuite de l'ampleur, avec un discours préliminaire qui est un chef-d'œuvre de politique, car Maurras avait en plus de ça une langue d'une profondeur, d'une richesse, d'une élégance incomparable, que tout le monde saluait, y compris ses adversaires. Et donc, il donnait à l'ensemble de ses études, qui avaient porté sur les questions littéraires, sur les questions philosophiques, sur les questions esthétiques, sur les questions de civilisation, il donnait une sorte de conclusion politique sur laquelle il a insisté, parce que pour lui, ça devenait la question primordiale, non pas dans une primauté de fin, comme il disait lui-même, dans une priorité de moyens. Si la France ne se dote pas des institutions qui lui conviennent, et qui sont des institutions qui lui viennent de son histoire, évidemment modernisées, puisqu'il s'agissait d'avoir une représentation, mais une représentation non pas politicienne des partis politiques, mais une représentation réelle de la France, donc des provinces françaises, des intérêts français, ce que nous cherchons toujours aujourd'hui. Il a posé les termes, dans son enquête sur la monarchie, les termes du problème français, exactement à son époque, il y a maintenant plus d'un siècle, exactement dans les termes où nous les posons aujourd'hui. Même le politicien de base, quand il commence à se confier véritablement et qu'il commence à parler avec une certaine sincérité, il exprime exactement les mêmes idées. J'ai entendu Jospin dire « l'État français ne peut pas tout faire ». Voilà. Donc, Maurras a expliqué ce qu'était la vraie décentralisation. Ça a d'ailleurs été sa première brochure, une certaine idée de la décentralisation. C'est pas du tout une idée de M. Raffarin. C'est une idée ancienne qui est une idée profondément réactionnaire. C'est-à-dire les provinces de France doivent être représentées et elles doivent avoir leur propre vie, mais à la condition que ça ne tourne pas sous la coupe des partis. Le problème, c'est que toutes les réformes qui sont faites à l'heure actuelle, toujours, on vous annonce une réforme, elle se termine toujours par la mainmise des partis, de telle sorte qu'il n'y a pas possibilité en France d'avoir une autre représentation que la représentation partisane. Et même les gens qui sont partisans du bon parti, ils ne peuvent concevoir leur rénovation que dans le cadre d'un bon parti. Il n'y a rien à faire. Vous voyez la démonstration de Maurras. Donc Maurras était partisan des libertés, ce qu'on oublie toujours. Maurras n'a jamais été du tout dans son esprit, jamais du tout un jacobin. Ça a été une mode à un moment de traiter le maurassisme d'un certain jacobinisme. Non, Maurras n'était... Sa première idée, et on le voit très très bien dans son enquête et dans ses différents livres, c'était évidemment le souci de la liberté, des libertés, comme il disait très bien, parce que la liberté au singulier, majusculaire, devient très rapidement une tyrannie au nom de laquelle un idéologue vous impose sa conception de la liberté. Les libertés ne sont concevables qu'à la condition qu'on restaure une autorité qui soit une autorité arbitrale. Et cette autorité arbitrale, elle ne peut que se concevoir que de manière monarchique, et en France, elle ne peut se concevoir que de manière royale. Donc, le roi dans ses conseils, le peuple en ses états, c'était sa formule, et elle était excellente, et entre nous soit dit, à l'heure actuelle, le problème politique français en est exactement au même point. Donc nous sommes malades toujours des mêmes mots. Et ça a devenu sa démonstration. Et il l'a fait sur le plan intérieur, et ensuite il l'a poursuivi sur le plan extérieur. Il a écrit un livre absolument remarquable, que d'ailleurs Pompidou a cité, son Kiel et Tanger, dans lequel il montrait, et à partir d'exemples de la fin du 19e et du début du 20e, mais je ne suis pas là pour vous expliquer ça, cependant c'est intéressant de le savoir, il a montré que l'incohérence de la politique extérieure républicaine, et pour une raison toute simple, c'est que les partis se succèdent au pouvoir, et donc il n'y a aucune durée. Or, vous ne pouvez avoir une conception de politique extérieure qu'à la condition que vous ayez la durée. Et l'avantage des Anglais sur nous, c'est que l'Angleterre est une île, comme disait M. Siegfried, et comme disait Maurras aussi.
Et donc, du fait qu'elle est une île et du fait qu'elle a une monarchie, elle est capable d'inscrire sa politique étrangère, quels que soient les gouvernements qui passent, dans la durée. Même les États-Unis, qui d'une certaine manière ont des institutions pas du tout comparables aux nôtres, contrairement à ce que l'on essaye de faire aujourd'hui. Nous, quand on les calque, parce que c'était ça toujours, notre histoire, on a calqué les institutions anglaises, c'était la mode à la fin du XVIIIe, où on calque maintenant les institutions des États-Unis, mais on ne se rend pas compte qu'on les déforme en les mettant chez nous. Chez nous, on les transforme dans le cadre jacobin de nos idéologues. Et par conséquent, on déforme tout. Mais les États-Unis ont, par nature, une politique étrangère. Trump viendra au pouvoir, Hillary Clinton viendrait-elle au pouvoir, la politique étrangère des États-Unis ne changera pas forcément fondamentalement. Nous, ce qu'il y a de dramatique en France, c'est qu'on n'en a pas de politique étrangère. D'ailleurs, Anatole France le disait. Vous savez bien que nous n'avons pas de politique. Nous n'avons que des administrations. Nous n'avons que des partis politiques. Et nous n'avons que des candidats des partis. Et c'est insupportable. Bon. Ça, c'est la démonstration de Maurras. Il l'a poursuivi depuis 1898, jusqu'à sa mort en 1952. Vous pouvez prendre tous ses livres. Ils sont tous admirablement écrits. Il aborde la question sous différents aspects, c'est soit sous forme de mémoriaux, comme au signe de Flore, ou sous forme de lettres-réponses, de lettres-fleuves, comme sa lettre à Vincent Auriol à la fin de sa vie, au président Vincent Auriol, qu'il maintenait en prison, parce qu'il a fini sa vie en prison, ou pratiquement en prison. Il a été libéré par grâce médicale à la fin, tout à fait. Et dans lequel il fait un véritable cours de politique à Vincent Auriol. Et attendez, il parle de tout, y compris il parle de la bombe atomique, il parle de la construction européenne. Et déjà, il donne l'avis qui, à l'heure actuelle, s'impose. Donc, une pensée, et on comprend très bien, une pensée profonde, une pensée politique profonde, qui n'a rien à voir avec la caricature qu'on en présente, mais personne ne l'a lu. Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est qui? C'est une de nos candidates. Bon, elle est persuadée qu'elle connaît, parce qu'elle a lu 3 lignes sur lui. Et puis probablement qu'elle appartient à une famille où il y a des relations, parce que en France, il y a eu beaucoup de familles qui ont été, si j'ose dire, sous le charme, sous l'influence de la pensée maurassienne. Et d'ailleurs, c'était pas seulement Maurras, mais c'était une équipe prestigieuse, qui était l'équipe de l'Action française, puisqu'il y avait un journal qui était devenu quotidien en 1908. L'Action française, vous aviez Charles Maurras, bien sûr, mais vous aviez Léon Daudet, avec son style également de combattant, de polémiste incomparable. On aimerait à l'heure actuelle avoir un Léon Daudet à la Chambre des députés, ne serait-ce que pour partir d'un immense éclat de rire quand un de ces imbéciles qui nous gouvernent prend la parole avec un air sérieux et que le propos est totalement ridicule. On aimerait avoir le gros Léon en train de commencer d'un éclat de rire. Vous savez que c'était comme ça qu'il procédait quand Briand commençait ces longues phrases sirupeuses. Il commençait doucement à rire, puis progressivement, et puis finalement tout l'hémicycle se mettait à rire, et c'était... Et ça a amené la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Hitler, la Shoah, c'est brillant. J'aimerais qu'un jour il y ait un étudiant qui fasse un vrai traité sur ce sujet. Parce que c'est ça la vérité. Alors ça a été extrêmement habile ensuite de faire retomber la faute sur d'autres personnes. Alors tout ça est passionnant. Tout ça est passionnant. Et c'est encore plus passionnant, chers amis, si on veut bien réfléchir que Maurras a caché malgré tout une partie de sa pensée. Et alors ça c'est très mystérieux, et c'est mon propos de ce soir. J'essaierai de ne pas être trop long et de vous présenter la chose brièvement. En même temps que Maurras faisait cette démonstration d'une logique implacable, qui était donc rationnelle, dans un registre très clair,
tout le monde lisait l'Action française, enfin tous les gens cultivés, tous les gens intelligents, y compris parmi ses adversaires. Vous savez ce que disait Proust: quand je veux prendre une cure d'altitude mentale, je lis l'Action française. Mais oui, c'était le journal. Et parmi les politiciens, même, il lisait parce qu'il savait que là, il y avait... C'était la raison toute droite. Donc il s'imposait par la clarté de son exposé, mais qui était devenu d'ailleurs pas simplement l'exposé de la pensée de Maurras en elle-même, mais celle de cet ensemble qui s'appelait l'Action française et qui était très très divers, car c'était une des qualités de l'Action française, avec cette capacité d'introduire des jeunes gens. Imaginez que l'Action française, entre les deux guerres, l'Action française littéraire, était tenue par les plumes de jeunes normaliens qui s'appelaient Thierry Monnier, qui s'appelaient Brasiliac, ensuite Boutan. Enfin, c'est incroyable. Ils avaient 20 ans, ils écrivaient la critique littéraire de l'Action française. On chercherait un journal... Le Monde, je ne sais pas, enfin on cherche un journal où il y aurait cette même sève, et évidemment des critiques remarquables. Bref, j'en viens à ma partie essentielle. À côté de ce langage clair, logique, qui aurait dû convaincre et qui n'a pas convaincu, les gens suivaient. Les gens lisaient. Il y avait des camelots du roi qui se battaient dans la rue. On vendait l'Action française. Il y avait un très grand rayonnement. Maurras était même connu à l'étranger. Il y avait une Action française canadienne. Il y avait une nation en Argentine. Enfin, dans le monde entier, en Suisse également, il y avait des journaux ou des revues qui reprenaient les thèmes de cette restauration de l'intelligence, de l'esprit, du goût. Et cependant, ça n'a pas été décisif. Tellement les habitudes étaient là. Tellement les habitudes étaient là. Et Maurras le savait. Vous savez qu'on lui a reproché en février 1934 de ne pas avoir été plus actif. Mais en réalité, il savait que l'affaire était perdue. Pourquoi ? Parce que ceux qui devaient être convaincus, qui étaient essentiellement l'élite française, l'étaient en partie, mais pas suffisamment pour passer à l'acte. C'est terrible, parce qu'à l'heure actuelle, c'est la même chose. Nous sommes devant la même difficulté. Tout le monde sait que nous allons vers des jours sombres, tout le monde sait que nous allons vers une crise majeure, qui sera probablement financière, économique, qui sera peut-être même, d'une certaine manière, sécuritaire, en tous les cas, sinon une crise militaire, qui peut... et puis je pense une crise économique et une crise institutionnelle. Eh bien, les gens pressentent très bien les causes quand nous parlons avec nos amis, quand nous parlons dans les bistrots ou dans les salons. On voit très bien qu'au bout de très peu de temps, les esprits sont suffisamment avertis, malgré tout, malgré la désinformation régnante, pour pressentir quelle serait une solution possible. Mais personne n'y va. Personne n'y va franchement. Personne n'y va vraiment. Et ce sentiment, est-ce que c'est de l'ordre du sentiment au sens fort du XVIIe siècle, c'est-à-dire une pensée et en même temps un sentir. On voit bien, on comprend bien que malheureusement, on risque d'encore une fois de plus d'échapper, enfin de sortir de la vraie solution. Donc on aura encore une fois de plus voilà, une fausse solution, comme on en a depuis 200 ans. La Première République se finit, elle finit dans les bras de Bonaparte. La Deuxième République se finit, toutes les républiques finissent. Toutes les républiques finissent.
Voilà, la deuxième, elle finit dans les bras d'un deuxième Bonaparte. La Troisième République, eh bien, elle finit dans un désastre. On fait appel au maréchal Pétain, puis ensuite on accuse le maréchal Pétain. Mais ceux qui ont été la cause du désastre, eux, ils sont revenus et ils ont jugé. C'est admirable. Avouez que cette République est admirable. La Quatrième République, elle s'est effondrée. J'en ai vu l'effondrement. Voilà, tout s'effondre. et la Cinquième va finir de la même façon. Mais qu'est-ce qui peut se produire à ce moment-là ? En fait, on cherche une solution qui soit une sorte de monarchie, mais qui est une fausse monarchie à chaque fois. C'est une monarchie, comme on dit de la Cinquième République, républicaine. Oui, mais si c'est une monarchie républicaine, est-ce que c'est encore une monarchie ? Elle ne tient que parce que, de fait, comment Hollande peut-il, ce personnage que vous connaissez, que je n'ai pas besoin de décrire, il se décrit lui-même quand il parle, quand il s'exprime et quand il se présente, où que ce soit. Ce personnage grotesque, il est chef de l'État, mais il ne tient que parce que, de fait, dans les institutions de la Cinquième République, il y a quelque chose qui reste de l'idée monarchique, de l'idée royale. Ça ne tient que comme ça, ils le savent tous. Tous, ils le savent. Il y en a un qui le savait particulièrement bien, c'était Mitterrand. Une sublime... Enfin, il était très intelligent, Mitterrand. C'était une crapule, mais il était très fin. Il était sorti de nos écoles. Comme tous, d'ailleurs. Ils sont sortis de nos écoles, c'est pour ça qu'ils sont criminels, d'ailleurs. Mais ils sont habiles. Mitterrand était un homme qui savait très bien, De Gaulle aussi, il savait très bien. Il savait très bien ce qu'il faisait et ce qu'il remplaçait. La République, qu'est-ce que c'est ? C'est l'absence de roi. Et tout le monde le sait. Alors vous avez, bien sûr, vous avez le Mélenchon qui est là et qui dit le roi c'est l'idée affreuse, etc. Mais non, mais pas du tout. Ce qu'il veut, lui, c'est être roi, à la place du roi. Mais c'est ça depuis le début. Qu'est-ce que c'est que Robespierre ? C'est le gars là qui il est monté de rien du tout, une éloquence mécanique. Le club des Jacobins, je tiens le club des Jacobins, je coupe la tête à mes ennemis et je deviens le patron de la France. Mais le patron unique, évidemment, toujours. C'est la contrainte de l'histoire de France. Alors Maurras avait réfléchi sur toutes ces questions. Et alors l'étonnant, c'est que en même temps qu'il poursuivait cette démonstration tous les jours dans l'Action française, reprise dans ses livres, en politique intérieure, en politique extérieure, aidé par Bainville en politique extérieure, en politique intérieure, avec la polémique de Daudet, puis tous les autres, ils étaient prodigieux. Ça a été une école prodigieuse, les Montesquieu, les Vaugeois, les Pujol. Eh bien, en même temps, Maurras écrivait des textes mystérieux sur lesquels la critique ne s'est jamais penchée véritablement. Et j'ose dire, excusez-moi de parler sur un mode personnel, j'ose dire que depuis très longtemps, je me suis dit que ces textes mystérieux étaient probablement ce qu'il y avait de plus intéressant et de plus curieux. Alors que mes vieux amis de l'Action française, qui sont maintenant tous décédés, me disaient déjà dès mon plus jeune âge, déjà j'avais 16 ans ou 17 ans, 18 ans, me disaient, mais Hilaire, il faut pas ouvrir ces livres-là. Ce sont ceux, d'abord, ils ne sont pas compréhensibles, et ensuite, ce sont ceux qui nous ont valu des condamnations. En 1926, ils sont suspects, et Maurras a traîné ça toute sa vie, et ce qui fait que sa démonstration qui aurait dû être, qui était si éblouissante, qui aurait dû être totalement convaincante, eh bien, a été remise en cause par les meilleurs esprits, et surtout par les esprits catholiques, par les chrétiens, parce que ils donnaient prise à la critique par une sorte de paganisme, une apparence de positivisme, bref, une délectation littéraire, et pour un homme qui prétendait sortir du décadentisme, qui donnait plutôt l'impression d'une sorte d'art précisément décadent. Alors, Maurras ne s'est jamais expliqué. Il n'a jamais répondu sur ce plan. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit essentiellement de quelques livres. Et je vais résumer les choses. Son premier livre,
Je vous ai parlé de sa brochure sur la décentralisation, parce qu'elle est importante, qui date, si je ne m'abuse, de 1896. Mais il y a un livre qui s'intitule Le chemin de paradis, et qui est son premier livre, paru en 1895. Je ne discuterai pas sur les dates, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, mais qui sont en fait contestables. Mais on va pas faire de la bibliographie. Il a écrit ce livre au début de sa vie. Il avait, et en fait ces contes, c'est 9 contes. 9 contes qu'il a intitulés dans un premier temps Contes païens, et qu'il a publiés dans différentes revues pour quelques-uns d'entre eux, et qu'il a ensuite regroupés en 1894, et qu'il a publié en 1895 dans un petit livre qu'il a intitulé Le chemin de paradis. Dans un premier temps, ça s'intitulait Contes païens, c'est ensuite intitulé Mythes et fabliaux, et ensuite c'est intitulé Contes philosophiques. Et enfin, bibliographiquement, il faudrait donner des précisions, mais on n'est pas là pour faire un cours de bibliographie maurassienne. On est là pour expliquer quelque chose de très profond. Et ce livre, il l'a publié, il a été diffusé, mais en très peu d'exemplaires. Et chacun de ces contes, il les dédicaçait aux personnes pour qui il avait de l'admiration à l'époque. C'était Anatole France, c'était Maurice Barrès, c'était Paul Bourget, etc. 9 contes. Et puis pendant toute sa vie, il a poursuivi sur le même mode, j'allais dire, parce qu'on retrouve les mêmes images, la même symbolique, le même type d'allégorie, sous forme de poèmes, ou encore sous forme de contes, publiés ou non publiés, pendant toute sa vie, où il s'est exprimé de la même façon, et à la fin de sa vie, en fait, lorsqu'il a été fait prisonnier, enfin interné, en 1944 à la prison de Lyon, il a écrit en quelques jours, mais il disait toujours qu'il avait ça dans la tête depuis sa jeunesse, un conte moral, donc encore dans le genre des contes, un conte moral et policier, qui s'intitule Le Mont de Saturne, et qui est aussi une belle histoire. Et les disciples et les amis de Maurras se disaient toujours, mais pourquoi a-t-il publié cela? Donc une histoire étrange. Tout cela pour vous dire que pendant toute sa vie, il a donc écrit de manière mystérieuse, soit sous forme de contes, soit sous forme de poèmes, les poèmes de la musique intérieure, de la balance intérieure, que l'on a commentés, mais les commentaires n'ont jamais été, à mon avis, au fond des choses. Et c'est la même langue. Pour toute critique littéraire, on retrouve les mêmes images. Il est question de la mer, il est question des étangs, il est question du soleil, il est question de la lune. Et il y a des couleurs, il y a des fleurs. Et on sent bien, depuis les contes du chemin de paradis jusqu'au Mont de Saturne, et en passant par tous les poèmes, qu'on retrouve la même symbolique, comme je vous le disais tout à l'heure, et le même genre d'allégorie, puisqu'il y a toujours une belle femme, une femme exceptionnelle, qu'il appelle Marie-Thérèse dans le Mont de Saturne, et à laquelle il est tout dévoué, qui fait à la fois et sa force et sa faiblesse, qui est son amour et peut-être aussi sa déception. Quelle est cette femme? Maurras est un poète de la Renaissance, c'est un poète du Moyen-Âge. Et donc, pour lui, dans la tradition encore de Fénelon, de La Fontaine, comme il l'écrit lui-même dans sa préface du Chemin de Paradis, il essaye de faire comprendre
le sens de sa vie, et qui est un sens mystérieux. Dans ses poèmes, le mot myste, le mot mystère, le mot mystérieux reviennent régulièrement. Et donc, il se trouve que j'ai été amené puisque vous me demandez une conférence sur le sujet, j'ai été amené dans ma vie à réfléchir là-dessus. Et dans les différentes occupations ou professions que j'ai pu occuper, j'ai toujours réfléchi sur ce sujet en me récitant par cœur tous ces textes que je connaissais, que j'avais appris jeune, et je me disais, il faut leur faire dire ce qu'ils veulent dire. Or, ils ne disent pas ce qu'ils semblent dire. Alors, si vous me permettez, je vais vous donner lecture, si vous supportez la lecture, un tout petit peu. Par exemple, de la préface du premier Chemin de Paradis. Il s'adresse à Frédéric Amouretti, son ami, qui semble avoir été le seul qui ait connu un petit peu le mystère de Maurras. Je dirais donc que j'aimerais voir ces pages entre vos mains comme ces recueils de vergers filigranés que l'on peut regarder à la bibliothèque. L'aspect en est bien ordinaire et les yeux malhabiles n'y trouvent à chaque feuillet qu'une suite de chants d'une vieille teinte jaunâtre ou bleuie vaguement. Mais celui qui les offre au rayon d'une lampe ou à la lumière du jour ne manque pas d'y voir transparaître des figures singulières et dignes d'attention, si naïf qu'en soit le dessin, car elles nous conservent les marques distinctives de nos plus anciens artisans. Si peu que soit mon art, il ne laissera pas de donner ainsi quelque joie à qui y cherchera non plus la cloche, le griffon, l'écu, le lys en fleurs, le coq, l'aiguière, la colombe, ni les autres symboles de cette industrie primitive, mais les traits d'une simple et pieuse philosophie. Ces traits se feront voir dans leur naturel quand vous présenterez les plages de ces mythes et de ces fabliaux. Entendez bien, mythes et fabliaux. De ces mythes et fabliaux au clair intérieur de vos réflexions. Ils se révéleront sous un mince tissu de phrases, dont je peux dire que je n'ai pas écrit une seule sans l'illustrer comme d'un filigrane de sens secret. C'est pas moi qui le dis, il l'écrit. Je suis, pardonnez-moi, plus de personnalisé, mais il ne s'agit pas de personne ici, peu importe. Mais le seul à insister sur ce côté, qui révèle tout. Car si on comprend que c'est un secret, c'est un secret. Ça veut dire que ça ne veut pas dire ce que ça veut dire en apparence. Ça veut dire autre chose. Ce n'est plus la cloche, la colombe, l'aiguière, c'est autre chose. Tous apparaîtraient à la longue si ma phrase avait longue vie. Du moins par vous, par le rayon de vos rêveries attentives, plus d'une humble figure de ce livre fera briller une vérité méconnue. Comme un simple caillou des sentiers de notre Provence participe au soleil des ondes du ciel. Je voudrais que vous pesiez la force d'abord de ce style. Il a 24 ans. Hein. Gardez donc de vous attarder à la lettre et à l'apparence. J'ai écrit un livre de fables. C'est important parce qu'en 1926, quand on va le condamner, on essaiera de trouver dans quelques-uns de ses contes quelques phrases qui permettront de le condamner. On le condamnera sur l'apparence, mais pas sur le fond. Et lui ne dira rien. Et c'est ça le double mystère de Maurras. C'est qu'il ne s'expliquera jamais. Il nous demande à nous de l'expliquer, maintenant, 50 ans après. Ouais, 100, plus de 100 ans après. 50 ans après sa mort. J'ai écrit un livre de fables, n'y cherchez pas la nouveauté des intrigues ourdines et des étrangetés d'attitude et de peinture, ni davantage aucun souci de couleur historique. Donc c'est pas de l'histoire. Il va raconter des histoires, mais ce n'est pas de l'histoire. Quand il va parler d'Arles, ce n'est pas Arles. Quand il va parler de Trophime, ce n'est pas Trophime.
Je me suis défendu jusque de la joie de peindre Arles antique. J'ai laissé le désir de cette émotion ou vision du monde dont on fait tant de cas. Fuyant le sublime à la mode, j'ai même tâché de répandre partout une égale lumière. Écoutez ces phrases. C'est un abri et un bouclier que la lumière. Elle est impénétrable aux curiosités du commun. Les mystères qu'elle... Il s'agit de la lumière du chemin de paradis. Les mystères qu'elle recouvre ne seront jamais divulgués. Je lui ai confié les miens. Vous les verrez voilés de la pure clarté de leur évidence. Un ou deux seulement paraîtront sous des bigarrures avec ces airs de déraison où vous vous souviendrez que Brut l'Ancien excella. Je pourrais lire toute la préface. Hein. C'est extraordinaire. D'abord, quel style. Et pourquoi Brut l'Ancien? Parce que pour arriver à son meurtre de Tarquin, Brut a joué la folie. Et donc il a fallu qu'il se déguise d'une certaine manière, comme le Lorenzacchio de Musset, pour atteindre son but, que nous dit Maurras. Là, il veut tuer Il veut tuer. Mais il faut qu'il approche de la bête qu'il doit tuer, puisque c'est une bête monstrueuse, qui pourrait être celle de l'Apocalypse. Je dis ce mot, je ne le jette pas au hasard. Il faut l'approcher, et par conséquent, il faut la tromper. Elle s'est si bien trompée qu'on l'a condamnée, pour le contraire de ce qu'il disait. C'est extrêmement fort. On réfléchira tout à l'heure, si on a encore 5 minutes, sur les raisons pour lesquelles il a fait ça. C'est toujours la question superbe. Et finalement, elle ne comprend pas, ou plus exactement, elle ne veut pas comprendre. Ce qu'elle veut, c'est que ce Maurras, qui essaye de lui faire comprendre une petite leçon, se laisse enivrer par elle. Et c'est donc un échec. Et finalement, elle le rejette de son lit. Et à la fin, c'est un vieil homme. Et elle, d'une certaine manière, qui est une représentation de la France républicaine, de la France, de l'élite française, qui comprenait très bien, qui d'une certaine manière voyait que on va dire que Maurras avait raison, mais qui se refusait à l'admettre parce que ça supposait une conversion. Et une conversion de l'intelligence, ce qui est la plus difficile de toutes les conversions, chacun le sait. On peut encore convertir son cœur, on peut convertir ses mœurs, mais convertir son intelligence, ça c'est... Seuls les grands, Saint Augustin et les autres, sont capables de ce genre de conversion. Et donc, un échec. Tous les contes sont des échecs. La deuxième série des contes s'intitule Volupté. Et volupté, ça veut dire politique, mais politique politicienne. C'est-à-dire les gens... Connu le vrai Maurras. Mais s'il était très pudique dans ses contes, je pense que cette interprétation, moi-même je l'ai entendue de vieux, parce que c'est maurassien, c'est difficile à dire, de vieux solesmiens, de vieux moines de Solesmes, qui avaient cette lecture. Alors ça, je suis très content. Entre autres Don Guillou. Oui, mais je suis un peu surpris parce que en tous les cas, ils ne l'ont pas écrit. Non. Voilà. Mais il y a de fait, je pense, il y a eu dans les milieux de Solesmes, et peut-être aussi parmi dans le très proche entourage de Maurras à Lyon en particulier, quelques personnes qui ont eu une intuition. Une approche. Oui, une intuition. Et même chez Boutan. Mais une explication, comment dire, cursive. Non. Non. Non, Et on peut dire que ces contes sont très prophétiques. Mais bien sûr. Donc, c'est vous qui avez employé le mot, oui, je ne l'ai pas employé. Mais c'est très prophétique. Donc,
Je vous invite, après cette brillante conférence, à redécouvrir le vrai Maurras, et non pas pour faire du catéchisme maurassien. Non. Hein, l'école maurassienne s'est multipliée en se divisant. Oui. C'est l'histoire de l'action française ou de l'inaction française, comme disait l'un de ses membres. Et il faut penser, lorsque nous avons des épaules de nains, la dette que nous avons vis-à-vis de nos ancêtres, transmettre ce qu'on a reçu. Or, aujourd'hui, on a l'État, l'Église contre nous. Et la révolution en képi et en mitre continue, et on voit les effets aujourd'hui. Je pense qu'il y aura quelques questions.